Il y a beaucoup de services aujourd'hui et c'est un tournant parce que de plus en plus de services, souvent gratuits, avec des parties militaires, des parties publiques, mais on voit aujourd'hui qu'on peut utiliser le satellite pour de nombreux services et encore plus demain. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation aérospatiale et défense chez Capgemini. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous sur Monde Numérique en partenariat avec Capgemini et avec Technovision, l'observatoire des tendances tech de Capgemini. Alors d'ailleurs, avant toute chose, un petit mot de présentation. Rappelez-nous un peu ce qu'est à la fois Capgemini et puis ce qu'est Technovision. Alors Capgemini, c'est un groupe français, c'est important, l'un des leaders mondiaux de la transformation numérique, dont nous sommes aujourd'hui un peu plus de 340 000 collaborateurs et experts répartis dans plus de 50 pays au niveau mondial. Et Technovision, de quoi s'agit-il exactement ? Technovision, en quelques mots, c'est le rapport annuel que publie Capgemini sur les tendances et innovations technologiques, et ce pour la 16e édition. Donc en fait, chaque année, nous allons sélectionner, mettre à jour 37 tendances digitales qui sont réparties dans 7 domaines des technologies de l'information et du numérique. Et donc ce rapport va permettre aux dirigeants d'entreprise, aux décideurs, d'avoir une synthèse des innovations qu'ils peuvent appliquer dans la transformation digitale afin de sélectionner celles qui sont les plus pragmatiques pour mettre en place et avoir des résultats tangibles dans un futur proche, mais également entrevoir quel est le futur, ce qu'on appelle l'horizon 3, pour savoir sur quelle tendance, sur quelle innovation il faut commencer à regarder, peut-être à faire des tests pour pouvoir utiliser ces technologies au sein de l'entreprise. Donc, on le voit de façon globale et depuis quelques années, nous avons décliné ce rapport par industrie. On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'innovation numérique de la même façon dans le transport, dans le spatial ou dans la défense. Donc, on avait fait un premier rapport sur les services financiers. Ensuite, on l'a décliné pour les services publics. Ensuite, pour le domaine automotive, l'énergie. Et là, nous venons de publier le dernier rapport sectoriel sur les domaines aéronautique, spatial et défense. Alors le spatial, parlons-en justement pour ce premier rendez-vous. Une actualité très dense ces dernières semaines, ces derniers mois. Patrice Duboé, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant en matière de technologie spatiale ? Oui, je pense que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le spatial est particulièrement ce qu'on appelle le New Space. Alors on peut peut-être dire ce qu'est le New Space. Le New Space est arrivé avec les constellations, ce qu'on appelle basse orbite, et avec la privatisation du space. Dans les dernières décennies, lorsqu'on parlait spatial, on pensait ESA, Agence spatiale européenne, on pensait CNES, on pensait NASA. On pensait pas à des compagnies privées. Pourquoi ? Parce que le spatial est quelque chose qui coûte très cher. Il faut beaucoup d'investissements pour construire un lanceur, pour l'envoyer, pour construire des satellites, pour les maintenir. Donc, c'était un petit peu un domaine réservé aux organisations, aux pays. Il y a une entreprise qui a casé ce modèle, c'est SpaceX, avec Elon Musk. Et suite à ça, beaucoup d'autres ont suivi. Et pourquoi on est sur un virage ? On est maintenant sur beaucoup de satellites qui sont en basse orbite. Lorsqu'on parle de satellites, on a 3 orbites. L'orbite basse, 400 km d'altitude. Les plus connus qui étaient les satellites géostationnaires qui sont à 36 000, et la télévision qui est reçue par satellite. Et puis au milieu, on avait les moyennes orbites plutôt pour la partie GPS. Et alors pourquoi cette basse orbite, ces constellations, elle change la donne ? Parce que ça coûte moins cher. On comprend bien que ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer un satellite à 400 km plutôt que de l'envoyer à 36 000. Donc déjà, c'est la première raison. La deuxième, vu que ça coûte moins cher, les prix baissent. Donc il y a plus de concurrence. Donc il y a plus d'acteurs. On a vu aussi maintenant qu'on peut réutiliser les lanceurs. C'était le premier big buzz de SpaceX. On a vu des lanceurs qui partaient, mais qui en plus arrivaient à revenir sur Terre et se poser en plus de façon synchrone. Donc ça a vraiment changé la donne. Et on parle aujourd'hui de Space for All. Donc chacun d'entre nous, depuis ce matin, on a probablement utilisé les satellites. On sait que dans les satellites, il y a 3 grandes missions. La première, c'est le GPS. Vous avez fait peut-être un running ce matin, Jérôme, sur les quais de la Seine. On ne peut rien vous cacher. Si vous avez une montre connectée, elle est connectée par satellite pour le GPS. Si vous êtes venu en voiture, Waze, c'est animé par satellite. Si vous avez regardé la météo hier soir, ce sont des satellites. Si vous avez regardé Google Maps, ce sont des satellites, dans la partie image. Et puis enfin, la troisième composante de satellite, après le GPS et l'image, c'est la partie télécom. Aujourd'hui, on transmet l'information par satellite. Si vous êtes isolé dans un territoire, vous avez peut-être du Starlink pour vous connecter ou du OneWeb. Donc aujourd'hui, les militaires, typiquement en théâtre d'opération à l'étranger, ont besoin du satellite pour communiquer. Donc on voit qu'aujourd'hui,
tous ces services peuvent être fournis par des orbites basses, par des compagnies privées ou publiques. Donc voilà, il y a beaucoup de services aujourd'hui et c'est un tournant parce que de plus en plus de services, souvent gratuits, avec des parties militaires, des parties publiques, mais on voit aujourd'hui qu'on peut utiliser le satellite pour de nombreux services et encore plus demain. Ça veut dire, Patrice, que de plus en plus d'entreprises peuvent utiliser ces services? Exactement. Aujourd'hui, si on prend les grandes entreprises françaises et le CAC 40, je connais pas une seule entreprise qui n'utilise pas les services satellites. On peut prendre par exemple les assurances aujourd'hui utilisent les données de prévision météorologique pour vous envoyer des alertes. Attention, il va y avoir une tempête. Merci de fermer vos volets. Donc voilà, il y a plein de services aujourd'hui qui sont construits par rapport à ça. On a parlé de SpaceX, d'Ariane qui revient dans la cour. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Mais il y a des petits acteurs un peu moins connus. On peut parler de Kinéis en France, qui est une constellation nouvelle pour connecter des objets. Donc on pourra et on peut déjà dès aujourd'hui connecter des objets qui sont perdus dans la nature sans accès terrestre. Donc ça, ce sont des points qui sont importants pour pouvoir améliorer, par exemple, la logistique, suivre des camions partout, même en zone blanche, en montagne, récupérer des données météo pour l'environnement. Donc tout ça, ce sont des points qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises. Encore une fois, sur une 3 composantes, soit la géolocalisation, soit la partie image, plus ou moins précise, soit la partie télécom pour connecter tous les points du globe. Mais on sait que ça pose des problèmes aussi. Pour faire court, l'espace est de plus en plus encombré. On a beaucoup parlé, par exemple, de la gêne que pouvaient occasionner les satellites Starlink d'Elon Musk. Alors effectivement, il y a plusieurs gènes. Ça peut être une gêne effectivement pour les scientifiques, les personnes qui observent le ciel. Et aujourd'hui, un satellite qui réfléchit les rayons du soleil est une obstruction lumineuse. Donc d'ailleurs, Starlink a changé la conception du satellite pour qu'il soit moins lumineux. On voit moins aujourd'hui certains satellites. Donc c'est un premier exemple, mais de façon beaucoup plus pragmatique. D'autres problèmes se posent sur la partie environnementale. Avant, on envoyait quelques satellites par an. Aujourd'hui, SpaceX peut envoyer 160 satellites en un tir. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a plus de 10 000 satellites dans l'espace. On parle de ces constellations. Donc, Starlink avec SpaceX a l'autorisation de déployer 45 000 satellites. Il y en a déjà plus de 10 000. Amazon, avec le projet Kuiper, va en mettre plus de 10 000. Les Chinois viennent de démarrer il y a quelques mois avec une nouvelle constellation encore pour 10 000. L'Europe a également un projet avec OneWeb. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'autant de satellites? Quid de la pollution des satellites? Enfin, envoyer un satellite, il y a quand même une consommation d'énergie pour l'envoyer, pour le maintenir. Donc, il est vrai qu'il y a un enjeu d'environnement, mais même de régulation. Aujourd'hui, on régule les avions dans le ciel, on veut réguler les drones. La régulation des satellites, aujourd'hui, elle est un peu controversée parce qu'elle n'est pas organisée. Donc, c'est l'un des challenges, effectivement, pour la suite. Comment gérer la politique d'expansion d'entreprises privées ou publiques par rapport à l'exploitation de l'espace. Il y a également la question de ce qu'on appelle les déchets spatiaux, la récupération de ces satellites ou de ces morceaux de satellites. Tout à fait. Alors là, la régulation a quand même bien évolué. Aujourd'hui, lorsqu'on veut lancer un satellite, on doit s'engager à garder une partie de l'énergie pour pouvoir brûler le satellite. C'est-à-dire que lorsque un satellite, par exemple en basse orbite, a une durée de quelques années, on doit garantir qu'à la fin de sa durée de vie, on va prendre un peu d'énergie pour le renvoyer dans l'atmosphère, il va brûler pour se consommer et ne pas laisser de débris. Donc ça, aujourd'hui, c'est obligatoire pour éviter que nous ayons trop de satellites en fin de vie qui sont incontrôlables ou alors pire, qu'on ait des débris partout dans l'espace. Il y a d'autres projets un peu plus intéressants. Les Japonais ont lancé des satellites en bois. L'idée, c'est aussi pouvoir réfléchir à cette consommation, à ce qui est moins de débris. Donc des satellites en bois, c'est peut-être le futur pour une partie des satellites. C'est pour le moins insolite, en tout cas. Sur le plan économique, Patrice Duboët, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce secteur? Est-ce que demain, la moindre start-up pourra lancer son propre satellite, ou bien on va de plus en plus assister à l'émergence d'un marché enfin c'est déjà le cas, mais des professionnels qui vont prendre en charge ces missions-là? Alors, comme tout nouveau marché, au début, il y a un petit peu un emballement, on va faire feu de tout bois, donc il y aura des perdants, il y aura des déchets, pas que de satellites, mais de l'entreprise qui vont partir en banqueroute. Donc ça, c'est important parce que il y a eu un emballement, les fonds étaient facilement accessibles depuis quelques années. On voit que dans le côté start-up aujourd'hui,
Les investisseurs veulent être plus sûrs de leur retour. Donc non, tout le monde ne peut pas partir dans l'espace, du moins pas pour être rentable. Après, aujourd'hui, lorsqu'on parle de rentabilité économique, il se pose également une question politique, la partie souveraineté. Aujourd'hui, on sait que il y a des grands blocs. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Europe, il y a encore la Russie, l'Inde également commence à prendre part dans cette bataille. Et dans l'une des véritables questions aujourd'hui, par rapport au support public, aujourd'hui c'est important lorsqu'on a des startups, c'est-à-dire que l'État va investir ou co-investir. Et donc, il y a une vraie question de souveraineté. On l'a vu par rapport au dernier conflit, en particulier en Ukraine. On a vu que le spatial était l'une des clés pour gagner ou pour perdre une guerre. On l'a vu au tout début. Il y a eu des attaques de hackers qui ont bloqué des terminaux satellites pour bloquer les communications en Ukraine et puis par effet de bord en Europe. On le voit aussi sur le brouillage aujourd'hui. Pourquoi l'Europe avait investi sur le GPS européen qui s'appelle le GNSS Galileo? Parce qu'on ne voulait pas qu'en temps de guerre, les armées françaises dépendent d'un signal d'une constellation américaine. Donc on a créé le GPS européen qui s'appelle Galileo. Aujourd'hui, la même question se pose sur la partie télécom. S'il n'y a que SpaceX américain avec Starlink qui fournit un réseau satellite télécom haut débit, ce n'est pas envisageable ni acceptable pour d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle Iris Square, Iris Carré, pour construire une constellation européenne équivalente à Starlink, qui aura des applications publiques pour nous, privées, mais également militaires. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, le spatial, c'est pas uniquement une guerre technologique et économique, mais c'est aussi une guerre géopolitique et géostratégique. On l'a vu encore une fois, vous pouvez très bien bloquer un ennemi en coupant ses câbles, en détruisant des antennes 5G, c'est très facile, en coupant un câble sous-marin, aller détruire une constellation satellite de plusieurs milliers de satellites. On voit que là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on voit également se profiler cette guerre stratégique de l'accès à l'espace. Alors, c'est intéressant que vous en parliez parce que justement, je l'ai vécu personnellement pas plus tard que l'été dernier, où j'étais du côté du près du Proche-Orient, on va dire, à Chypre très exactement. Et en fait, les satellites, les GPS dans toute cette zone, du fait du conflit au Proche-Orient, sont perturbés. Et tout le monde est repositionné sur l'aéroport de Beyrouth. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est pas du piratage, c'est du brouillage, c'est ça? C'est du brouillage, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne veut pas dépendre d'un GPS étranger ou d'un système télécom étranger. Donc, on peut décider de brouiller. D'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même. Vous allez sur Google Maps. Vous allez avoir une vision très claire sur des habitations privées, sur votre maison. Si vous habitez près d'une zone militaire, les images seront brouillées. La définition ne sera pas la même. Donc là, c'est aussi une des grandes différences qu'on a sur les technologies militaires et civiles. Sur un même satellite, les militaires vont avoir une précision sur l'image, par exemple, de quelques centimètres, voire dizaines de centimètres, alors que nous, grand public, nous aurons une précision plutôt de l'ordre du mètre. C'est pareil pour les télécoms. Ah oui, on n'a pas la même finesse, en fait, c'est ça? Non. Alors, il y a deux raisons. D'abord, les optiques ne sont pas les mêmes. Il est évident que pour faire une précision optique, il faut des miroirs d'une qualité exceptionnelle qui valent très, très cher. Donc, un satellite d'observation militaire coûtera beaucoup plus cher à produire parce que la qualité de l'image sera pas la même, comme pour un appareil photo. Et ensuite, il y a le désir ou pas de brouiller l'image, de dégrader la qualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur de nombreux satellites où, dans certains États, on va décider que autour des bases militaires, autour de bâtiments d'État, on va brouiller l'image, on va dégrader pour ne pas qu'on puisse s'en servir à des fins, on va dire, qui soient nocives pour un État, ou une armée. Donc, on a bien des qualités différentes et c'est vrai aussi en télécom. On peut brouiller les accès télécom, on peut brouiller des signaux GPS. Donc, ça fait partie des tactiques militaires étatiques pour se préserver une confidentialité. C'est aussi la preuve d'une certaine vulnérabilité de ces installations. Alors,
Vulnérabilité, oui et non. Comme on l'a vu, la techno est beaucoup plus coûteuse et compliquée pour brouiller les satellites que pour brouiller une simple antenne 4G, 5G. Vous avez des brouilleurs dans des cinémas aujourd'hui pour ne pas qu'on puisse capter les téléphones. Donc, c'est des technos qui sont faciles, déployables et à moindre coût. Si vous voulez brouiller des liens satellites, voilà, l'accès n'est pas le même, la compétence n'est pas la même et le coût ne sera pas le même. Pour résumer, Patrice Duboé, ce New Space, c'est vraiment un nouvel horizon à la fois technologique et économique pour les entreprises. Oui, pour les entreprises, les petites, les grandes, les startups. Vous avez suivi la French Tech qui a publié sa liste en fait du French Tech 120 ou le Next 40, les futures startups qui pourraient être les 40 startups qui pourraient faire partie plus tard du CAC 40. Et on sait que dans ces 40 startups sélectionnées, il y a par exemple des entreprises comme Kineis, comme Loft Orbital qui font partie du spatial et qui amènent dès aujourd'hui des services utilisable aujourd'hui par les entreprises, par le grand public. On parle beaucoup, encore une fois, de télécom avec les réseaux NTN, Non-Terrestrial Network. Donc, comment on va pouvoir amener du réseau débit avec la 5G par le spatial, mais également des signaux pour suivre les objets connectés, améliorer la logistique pour les entreprises, améliorer la safety, le côté sécurité. Vous avez entendu, on va pouvoir bientôt utiliser les réseaux satellites en cas d'urgence pour pouvoir utiliser notre téléphone classique pour envoyer un signal d'urgence par satellite. Donc, c'est des choses qui sont très pragmatiques. Et encore une fois, pour l'environnement, pour terminer sur une note positive, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets environnementaux qui sont utilisés grâce au spatial, où on peut avoir beaucoup d'images par satellite, mais également récupérer beaucoup de signaux sur Terre pour suivre les informations météo et climato. Donc voilà, ce sont des objets très concrets. Et la France est très bien placée et elle devrait pouvoir perdurer dans ces positions stratégiques. Merci beaucoup, Patrice Duboé, directeur de l'innovation aérospatiale et défense chez Capgemini et porte-parole de Technovision. Merci beaucoup.